Bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie qu'il faudrait fournir à une étoile pour casser la force d'attraction gravitationnelle entre chacun de ses constituants. On va aussi parler de l'énergie de constitution, par exemple d'un noyau atomique, donc constitué uniquement de charges positives. Quelle énergie faut-il fournir pour finalement agglomérer toutes ces charges positives qui normalement sont des charges qui se repoussent? Quelle charge faut-il fournir pour amener successivement ces charges de l'infini pour les amener à constituer ce noyau? Et donc déjà, comme on sait que l'interaction électrostatique entre les protons est une interaction répulsive, ça veut dire qu'il y a une autre force qui sert un peu de colle à tout ça, et c'est l'interaction forte. Donc on va parler de tout ça. Alors on va le faire par différentes méthodes. Donc premièrement, on va faire ça uniquement par analyse dimensionnelle. C'est ce qui va coûter le moins cher. Ensuite, on va faire ça par adjonction successive de couches sphériques que l'on viendrait rajouter à un noyau déjà préconstitué, déjà sphérique, mais n'ayant pas atteint son rayon définitif. Donc c'est ça le truc qui est au programme et qui est le plus délicat. On peut aussi retrouver ce même résultat en intégrant directement la densité volumique d'énergie électrostatique. Donc ça, c'est pas directement au programme, mais c'est un calcul classique aussi qui nous redonne le même résultat. Et enfin, on va voir comment, par simple analogie entre l'électrostatique et la gravitation, on peut donc donner l'expression de cette énergie d'interaction gravitationnelle de l'étoile. Donc c'est l'énergie qu'il faudrait fournir pour casser cette étoile. Voilà, donc c'est parti, première étape. Calcul donc de cette énergie de constitution d'un noyau atomique, donc c'est cette formule-là qu'on veut démontrer, donc par analyse dimensionnelle. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on a un noyau de cobalt, donc Z égale 27, A égale à 60, donc il y a 60 nucléons, mais il y a 27 protons. Le rayon de ce noyau peut être donné par une loi voilà, un petit peu tirée de la physique nucléaire, R0 fois A à la puissance 1 tiers. Donc c'est un petit peu logique hein, que le rayon soit proportionnel à la racine cubique du nombre de nucléons, hein, puisque le volume, lui, sera proportionnel au nombre de nucléons, donc au rayon au cube. Et puis donc R0, c'est 1,3 Fermi, 1,3 10 puissance moins 15 mètres. Donc c'est bien aussi que tu connaisses à peu près la taille, le rayon d'un nucléon, hein, qui te donne approximativement l'ordre de grandeur du rayon d'un noyau, puisque, bon voilà, la taille d'un atome, plutôt de l'ordre de l'angstrom, 10-10 mètres, mais le noyau beaucoup plus petit, donc de l'ordre de 10-15 mètres. Alors, c'est parti donc pour l'analyse dimensionnelle. Alors on peut le faire de façon très rapide ou de manière standard. Donc on va poser que l'énergie de constitution de cette sphère en électrostatique, c'est K sur 4 pi epsilon 0, Q la charge à la puissance alpha, R à la puissance bêta. Et donc le but, c'est de trouver les coefficients alpha et bêta. Alors c'est une on va dire, analyse dimensionnelle, dans la mesure où j'ai déjà posé devant ce coefficient K sur 4 pi epsilon 0, K est un sans dimension. Donc on imagine déjà que c'est inversement proportionnel à epsilon 0. On pourrait partir avec un epsilon 0 à une puissance quelconque, et cette fois-ci avoir 3 exposants inconnus, ce serait un petit peu plus lourd dans le calcul. Bon, alors on pourrait deviner pratiquement les valeurs de alpha et de bêta avec un petit peu de culture générale en électrostatique. Par exemple, si on prend deux charges, prenons l'énergie du dipôle électrostatique, moins Q plus Q. L'énergie, c'est donc moins Q carré sur 4 pi epsilon 0 petit r, hein, c'est-à-dire QQ', un Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0 R. C'est l'énergie potentielle d'interaction entre deux charges Q1, Q et Q'. Donc on pourrait deviner que grâce à ça, alpha vaudra 2 et bêta vaudra moins 1. Hein, par analyse dimensionnelle, comparaison de ces deux formules, l'énergie potentielle d'interaction, l'énergie interne d'un doublet de charge opposé. Bon, sinon on peut repartir vraiment de la base. Donc la méthode générale d'analyse dimensionnelle, c'est de prendre la dimension de l'énergie. Donc l'énergie
c'est comme un travail, donc c'est le produit d'une force, donc masse fois accélération fois une distance, donc ml carré t-2. Bon, la charge, donc c'est une intensité fois un temps, puisque l'intensité c'est la charge par unité de temps. Bon, le rayon, c'est une des dimensions de base du système international. Alors à partir de la force de Coulomb, F est égal à Q' sur 4pi epsilon 0 R carré. On en déduit que 1 sur 4pi epsilon 0 en dimension. Donc c'est la dimension d'une force, masse fois accélération. Donc fois une distance au carré divisé par une charge au carré. Donc ce qui va nous donner donc masse longueur au cube. Donc temps puissance moins 4, intensité puissance moins 2. Bon voilà, ça se devine pas. Donc c'est pour ça aussi que on a directement posé 1 sur 4pi epsilon 0, donc pour ne pas être embêté avec les coefficients de epsilon 0. Alors, donc l'idée c'est d'identifier les dimensions. Donc on aura la dimension de l'énergie, mLt-2, donc égale à l'unité de la dimension de epsilon 0, on ne confond pas les dimensions et les unités. Donc Q, donc I à la puissance alpha, T à la puissance alpha et N à la puissance bêta. Donc ce qui va nous donner un petit système à deux inconnus, deux équations. Donc on a trois dimensions indépendantes, masse, même 4, masse, longueur, temps, intensité. Donc on va avoir un système d'équations redondant. Donc on va avoir bêta égale à moins 1 et puis les autres qui sont compatibles avec donc alpha est égal à 2. Donc la masse étant à la puissance 1 des deux côtés. Donc on en déduit effectivement que E sera de la forme K, une constante sans dimension, donc que l'analyse dimensionnelle ne peut pas nous donner. Donc Q carré sur R. Voilà, donc là, bon, là on a le résultat, donc on voit que le coefficient K, en fait, on va démontrer qu'il est égal à 3/5. Donc voilà une première démonstration par analyse dimensionnelle de l'expression à une constante multiplicative très proche de l'unité de cette énergie. Donc après avoir estimé cette énergie de constitution d'un noyau par analyse dimensionnelle, on va passer à la deuxième partie qui est donc de calculer directement cette énergie de constitution d'un noyau de charge Q et de rayon grand R, donc avec une densité volumique de charge Q sur le volume total, 4/3 de pi R cube, par ce qu'on appelle adjonction successive de couches chargées venant depuis l'infini. Alors quelle est l'idée? C'est que en fait on considère que ce noyau n'est pas encore entièrement constitué, mais qu'on prend donc une sphère chargée de rayons non pas grand R mais petit r, plus petit que grand R. Et donc on considère qu'avec la même densité volumique de charge ρ, celle de la sphère définitive, on a déjà amené donc les charges positives, on les a déjà agglutinées depuis l'infini, donc en luttant contre la répulsion électrostatique, donc pour constituer ce noyau. Donc ce noyau de rayon petit r, il a une charge petit q qui dépend de petit r, donc qui est ρ, la densité volumique de charge, fois le volume de la sphère de rayon petit r. Et à sa surface, donc on a un potentiel électrostatique que l'on peut calculer. Donc V de petit r est égal à Q de R sur 4pi epsilon 0 R. Donc pour ça, on utilise le potentiel créé par une charge sphérique. Donc ça vient aussi du théorème de Gauss. Ça, évidemment, la formule ressemble au potentiel créé par une charge ponctuelle Q de R placée à l'origine des coordonnées. Donc Q sur 4pi epsilon 0 R. Donc quand on remplace Q, donc on a cette expression. Donc ça, c'est le potentiel électrostatique d'une charge qui se situerait à la surface ici. Alors il ne faut pas confondre potentiel électrostatique en volts avec énergie potentielle. Donc l'idée maintenant, c'est qu'en fait on considère qu'on va amener une charge dQ, donc qui va venir en fait
s'ajouter à la sphère de rayon petit r sur une épaisseur dr, donc une petite croûte d'épaisseur dr. Donc cette charge, ce sera ρ fois le volume d'étau, donc 4pi r carré surface de la sphère fois dr. Hein, c'est le découpage classique en coordonnées sphériques. Donc cette charge, on suppose qu'elle était à l'infini et qu'on l'amène au voisinage immédiat de cette sphère. Alors pour faire ça, comme on l'a dit, il faut qu'un opérateur à chaque instant lutte contre la répulsion électrostatique, et on va supposer que ça se fait de façon qu'on appelle quasi-statique, c'est-à-dire une accélération qui est pratiquement nulle, et donc on amène ces charges depuis l'infini, et donc il va falloir qu'on fournisse un travail qui est directement opposé au travail de la force électrostatique. Alors le travail de la force électrostatique moins delta W électrostatique, ça c'est d de l'énergie potentielle, la différentielle, la variation d'énergie potentielle. Donc ça fait dq fois v. Étant donné que la limite de v à l'infini est nulle, donc ça va être donc cette variation entre l'état final et l'état à l'infini. Donc dans l'état final, l'énergie potentielle de cette charge dq soumise au potentiel v, c'est donc dq fois v. Donc voilà ce qu'il va falloir fournir comme travail. Et donc il ne reste plus qu'à calculer et à intégrer entre petit r égale 0 et petit r égale à grand R. Donc dq c'est ρ 4pi r carré dr, donc fois v de r, ρ r carré sur 3 epsilon 0. Et donc l'énergie de constitution de cette sphère, donc c'est la somme de tous ces travaux exercés par un opérateur, donc entre petit r égale 0 et petit r est égal à grand R jusqu'à la constitution finale de la sphère. Donc pour calculer cette énergie totale, on va dire qu'à chaque instant, l'opérateur lutte contre la répulsion électrostatique entre cette charge qu'on amène depuis plus l'infini jusqu'au noyau déjà constitué. Donc, il va fournir un travail opposé à chaque instant à cette répulsion électrostatique. Donc, ça, c'est la définition de l'énergie potentielle associée à cette force électrostatique. Donc, le travail élémentaire, c'est moins d2EP. Donc, on a moins le travail, ça fait plus d2EP. Donc, dans l'état initial, les charges sont à l'infini. Dans l'état final, elles sont en petit r. Donc, l'énergie potentielle, c'est dq fois v en r moins v en l'infini. Mais comme v en l'infini est nul, ça fait 0. On reporte les expressions de dq et de v et on intègre donc ce travail qui va être l'énergie de constitution de la sphère entre r est égal à 0 et petit r est égal à grand R. Et enfin, on remplace ρ par son expression pour aboutir donc à l'expression de cette énergie de constitution de cette sphère chargée. Voilà, c'est un calcul un petit peu délicat, c'est surtout le raisonnement en fait qui est délicat. Alors, on peut faire l'application numérique, ici avec notre noyau de cobalt et on trouve 44 méga-électronvolts. Évidemment, le résultat on l'a en joules, mais sachant que donc 1 électronvolt c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules. Alors, dernière méthode pour calculer ça, et ça je vais le faire assez rapidement parce que c'est hors programme, c'est le calcul par l'intégration dans tout l'espace de la densité volumique d'énergie électrostatique. Donc on a démontré dans le cours d'électrostatique que la densité volumique d'énergie électrostatique, on fait ça assez facilement avec un condensateur plan, c'est 1/2 de epsilon 0 E carré. Donc on prend la boule chargée uniformément ρ sur son rayon grand R. Quand petit r est plus petit que grand R, on peut démontrer que le champ, alors ça je l'ai fait dans une autre vidéo pour les problèmes à symétrie sphérique, c'est ρr sur 3 epsilon 0. On peut démontrer qu'à l'extérieur de la sphère, tout se passe comme si toute la charge était ramenée au centre de gravité de la boule, au centre de la boule. Donc ça fait Q sur 4pi epsilon 0 R carré. Donc ça c'est le champ donc à l'extérieur. Alors évidemment il y a le lien toujours entre ρ et Q, hein. On peut vérifier que ces deux expressions se raccordent bien par continuité.
Donc l'idée, ça va être tout simplement de dire que cette énergie, c'est l'intégrale de la densité volumique d'énergie. Alors il va falloir séparer donc en deux expressions, donc 1/2 de epsilon 0, on va prendre E carré, donc à l'intérieur, à l'intérieur de la boule, donc ça c'est E carré, rho carré R carré sur donc 9 epsilon 0 carré. Donc il faut multiplier par un volume élémentaire, donc en sphérique, qui est la coquille comprise entre R et R plus dr, donc 4pi R carré dr, le même découpage qu'ici. Hein, et puis après, donc on fait la même chose entre grand R et plus l'infini, avec l'expression ici du champ, donc 1/2 de epsilon 0, donc Q carré sur 4pi epsilon 0 R carré, donc le dénominateur au carré, fois donc 4pi R carré fois dr. Je te laisse vérifier qu'on trouve, et on trouve effectivement le même résultat que ça. Alors ça a un côté un peu plus simple parce que tout ce qu'il faut connaître, c'est l'expression du champ dans la boule à l'extérieur par le théorème de Gauss. Ça c'est assez simple, et donc intégrer, connaître l'expression de la densité volumique d'énergie électrostatique. Bon, le calcul est assez pénible, mais ça se fait. Et donc on trouve le même résultat. Alors, dernière chose, c'est l'énergie gravitationnelle d'une étoile. Donc pour trouver l'énergie gravitationnelle d'une étoile, on se souvient de l'analogie entre donc, la gravitation et donc la force de Coulomb. La force de Coulomb, donc QQ' sur 4pi epsilon 0 R carré. La force de gravitation en norme, hein, la constante de gravitation universelle, Gmm' sur R carré. Donc l'analogue de la charge, c'est la masse. Alors, si on prend les forces en norme, en mesure algébrique, on a le signe moins parce que c'est moins Gmm', donc ça c'est l'analogue de 1 sur 4pi epsilon 0. Oui, pour que l'analogie soit complète, il faut travailler en mesure algébrique sur un vecteur orienté d'une charge vers l'autre ou d'une masse vers l'autre. Donc il suffit qu'on prenne cette formule-là et donc qu'on remplace. Donc qu'on remplace Q par la masse de l'étoile et qu'on remplace 1 sur 4pi epsilon 0 par moins G. Donc on aura fois moins, donc fois G, et donc fois le rayon ici de l'étoile. Donc moins 3/5 de G constante de gravitation universelle, masse au carré sur R. C'est l'énergie gravitationnelle d'une étoile. Donc c'est l'énergie qu'il faudra fournir pour casser l'interaction entre les éléments constitutifs de cette étoile. Elle est négative. Voilà, donc j'espère que les choses sont assez claires. Le point le plus délicat, évidemment, c'est le point numéro 2. Donc c'est celui sur lequel tu dois méditer et refaire principalement les calculs. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. On m'a demandé de traiter le dipôle en magnétostatique. Donc je pense que je vais faire peut-être plusieurs vidéos, au moins une vidéo sur le dipôle en magnétostatique. Beaucoup d'analogies avec l'électrostatique. À très bientôt.